Et salut les amis, aujourd'hui on se fait un petit tutoriel sur comment construire une petite application météo comme l'avait proposé Anthony Velk pour son programme 365 jours de WebDev. Et comme j'ai pas juste envie de faire du putaclic en faisant une réponse à Anthony Velk et en vous montrant comment moi je développerai ça, je vais aussi vous apprendre 2 ou 3 petites choses sur JavaScript et notamment sur l'utilisation de fonctions asynchrones. Vous allez voir, ça peut être très sympa. Si tout se passe bien, à la fin de la vidéo, l'application qu'on devrait avoir, c'est celle que vous voyez là. C'est-à-dire que quand vous actualisez la page, ça vous montre la météo de chez vous, en repérant dans quelle ville vous vous trouvez. Puis si jamais on a envie, on peut taper ici le nom d'une autre ville, histoire de voir comment ça se passe ailleurs. On peut aussi recommencer à l'infini et taper la ville que l'on souhaite à chaque fois qu'on clique. Et je vais vous montrer comment je fais tout ça. Et voilà, on se retrouve devant un écran blanc. Les seuls fichiers que j'ai ici, c'est un index.html qui est vide, sauf qu'il fait le lien vers mon fichier app.js et vers mon fichier app.css ici. L'app.js, j'ai rien mis dedans, sauf ce petit objet ici qui va nous servir plus tard et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Et le app.css où j'ai juste des classes, en fait je les ai pas supprimées parce que je voulais garder les liens vers les images qui sont en ligne et je voulais pas les perdre. Alors, pour notre application météo, on va d'abord avoir besoin ici d'avoir un espèce de container. Moi, je vais appeler ça, c'est une section. Je vais lui donner l'identifiant application, pourquoi pas. À l'intérieur, on va mettre un petit H1. Et dans ce H1, je vous expliquerai après pourquoi, je sais que je vais avoir besoin d'abord d'un span qui a l'identifiant ville. Ok, super. Je vais même les mettre comme ça en ligne, hop, pour que ce soit plus clair. Et je vais avoir aussi besoin d'un span dont l'identifiant ou non, dont la classe sera tooltip. Et vous verrez, évidemment, ça va servir à faire un tooltip. Alors pour l'instant, on va mettre tout simplement Marseille, pour être sûr de le voir, voilà, pour pas qu'il n'y ait rien dedans. Et dans le tooltip, on va mettre ici, taper une autre ville, si vous le souhaitez, par exemple. Alors évidemment, là, ça ressemble à rien. Pour l'instant, on fera un peu de CSS pour que ça ait un peu plus de gueule. Ici, ce qu'on va avoir, c'est que je vais vous expliquer comment on va se servir d'une fonte, un peu comme Font Awesome, sauf qu'elle est spécialisée dans les icônes de météo. Ça s'appelle le Weather Icon, c'est Eric Flower qui a fait ça, c'est disponible sur GitHub et c'est donc open source. Merci. Pour l'instant, on va donc faire juste un i. Alors vous allez me dire, mais ouais, mais il sert pas à grand chose ton i. Bon, très bien, c'est pas super grave pour l'instant. Et enfin, ici, on va mettre ici un petit h2 avec toujours pareil à l'intérieur un petit span qui aura l'identifiant température. Donc imaginons qu'il fasse 25. Ici du coup un espace, degré Celsius, et ici, entre parenthèses, un autre span dont l'identifiant sera condition. Et là vous allez voir en fait ici il y aura quelque chose comme ciel dégagé par exemple. Hop, vous voyez ça donne ça. Alors la première chose à faire, c'est de trouver la librairie qui nous permettra de transformer cette icône ici, là, le fameux i qu'on a ici, en une icône de temps, de météo. Alors pour ce faire, je voudrais utiliser la librairie qu'a écrit Eric Flowers. Elle est disponible sur GitHub, même si elle est plus maintenue, elle marche. Et surtout, elle est disponible sur CDN.js. Et ça, c'est cool. Vous pouvez aller voir le site Weather Icons, enfin son site, vous allez voir l'ensemble des icônes météo qui existent. Alors il y en a énormément, on va évidemment pas avoir besoin de se servir de toutes ces icônes. Mais en fait, ça fonctionne exactement comme Font Awesome. Il suffit de créer un i et de lui donner la classe WI, comme si on lui donnait FA, espace WI, et là l'icône que l'on veut, comme on ferait FA-plus par exemple, pour avoir une icône en Font Awesome. Donc pour ce faire ici, je vais utiliser le plugin CDN.js, donc hop, CDN.js, je vais rechercher le script tag et je vais rechercher, donc ça s'appelle Weather. Alors on va voir si on la trouve tout de suite, voilà, Weather Icon, si la trouve tout de suite. On va prendre la dernière version et on va prendre tout simplement weathericons.min.css. Et là vous voyez que je vais avoir mon script qui est intégré. J'oublie pas simplement de mettre ici le HTTP parce que comme je suis en local, si je mets juste le double slash, il va le chercher sur mon disque dur et il va pas le trouver. Ce que vous pouvez faire ici du coup, c'est créer une icône sur le i en lui donnant la classe WI et par exemple WI Day Rain qui veut dire il pleut. Et vous allez la voir apparaître, alors elle est toute petite mais vous la voyez ici. Alors évidemment c'est une police, donc si on veut jouer sur la taille, il va falloir jouer sur la font size. Commencez pas à essayer de chercher à jouer sur la width ou la height, ça marchera pas, c'est vraiment la font size, vu que c'est une police. Alors faisons un peu de CSS maintenant pour arranger un peu tout ça. Hop, on va aller dans app.css et on va commencer tout de suite. Alors ce que je vous propose, c'est que on centre un peu le tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire sur notre body, on va lui dire display flex, c'est une flexbox. On va lui dire justify content, comment ça va être? Ben ça va être center, puisqu'on veut que ce soit au centre. On va lui dire align items center aussi, puisqu'on veut que ce soit centré en hauteur. Alors par contre, ce qu'il faudrait, c'est que le body, il ait une hauteur 8 de 100%. Je suis même pas sûr que ça marche, non. Alors on va essayer le 100 VH, et là ça marche. Par contre, on a cette petite scroll bar, et comme je suis un peu nul en CSS, plutôt que de chercher pendant 2 heures d'où elle vient, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un overflow.
hidden pour ne plus avoir cette scroll bar. Ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va dire aussi, c'est que le texte align est toujours centré. Ok, ça a déjà une meilleure gueule. Et enfin, maintenant, on va pouvoir jouer sur les typographies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici un petit H1. Oui, H1. Le H1, on va lui dire que sa taille, ça va être, donc, c'est font size. Si on veut la mettre plus grande, on peut la mettre plus grande. On va même la mettre à 3 EM. Bien sûr, l'icône qui a la classe WI, qui est Weather Icon, on veut absolument qu'elle soit plus grande aussi. Donc la font size, on pourrait la mettre même à 5 EM pour qu'elle apparaisse vraiment grosse. Ok, on peut lui donner aussi un line height, hein, vu que c'est une police. Alors 5, c'est peut-être un peu beaucoup. 3 EM, c'est bien. Alors on aurait pu jouer évidemment sur les paddings ou les margins. Et le H2, pareil, on va le mettre un tout petit peu plus grand. Donc le H2, on va lui dire sa font size, on va la mettre à 2 EM, un peu plus petit que le H1 quand même. Et voilà, ça passe nickel. Alors ça passera encore mieux lorsqu'on aura dit que tout ce qui a la classe tooltip doit être en... Alors si ce n'est en display none pour commencer, on verra plus tard comment on fait. Vous allez voir que plus tard je vais créer un tooltip avec ça. Quand je passerai la souris sur Marseille, ça créera un tooltip. Donc pour l'instant, j'ai une structure, bon, un peu dégueu, certes. On va ici aussi changer la font family et on va nous mettre, je sais pas moi, du trébuchet MS. Voilà, petite typo sympa qui mange pas de pain. Donc une fois qu'on a ça, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est travailler en JavaScript. Et c'est là qu'il y a la plupart de ce que j'ai envie de vous apprendre à faire. Ah oui, au fait, pendant cette vidéo, il y a beaucoup de fois vous allez vous demander, mais est-ce que cette fonctionnalité-là marche sur tous les navigateurs? Alors c'est très simple, pour Fetch, vous l'avez ici. Pour Async et Await, vous l'aurez juste là. Et du coup pour les promesses aussi, vous l'aurez juste ici, là, voilà, normalement. Et en fait, vous vous rendrez compte que Async et Await, ça a à peu près la même compatibilité que les promesses, ça va ensemble. Donc n'hésitez pas à les utiliser, il n'y a que IE qui casse encore les bonbons pour faire ça, mais ça devrait fonctionner sur l'ensemble des navigateurs, disons, les plus répandus. Alors, on va avoir énormément de choses à faire. Première chose, il va falloir que je vous parle de la fonction fetch, qui est une fonction qui va nous permettre d'aller récupérer des informations auprès d'un serveur distant. Donc c'est de l'Ajax, hein, mais sauf qu'elle est faite maintenant via une nouvelle fonctionnalité, on passe plus par XML HTTP request comme on le faisait avant, on va passer par la fonction fetch natif de JavaScript pour retrouver le tableau des compatibilités en bas ou en fin de vidéo. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ensuite apprendre ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va devoir comprendre les promesses. Les promesses, c'est aussi une notion qui devient maintenant intégrée à JavaScript, qui existe directement dans JavaScript, qui a été apportée par différentes librairies, mais maintenant c'est un modèle qui donc va venir vraiment avec JavaScript et ça va être de plus en plus répandu, donc tant qu'à faire, se former là-dessus. Et enfin, on va essayer de comprendre comment on peut faire pour, une fois que vous aurez compris les promesses, faire en sorte que les réponses de ces promesses viennent de façon synchrone, grâce aux mots-clés async et await. Donc je sais que pour l'instant tout ça, ça a l'air très flou. Passons à l'opérationnel pour mieux comprendre. Voilà le plan, il est tout bête. Donc d'abord, il faut qu'on chope l'adresse IP de la personne qui est en train d'afficher notre application. En JavaScript, on n'a pas de commande intégrée pour le faire, mais il y a une petite astuce, il suffit d'envoyer une requête HTTP, et là, le serveur distant, lui, connaîtra notre IP et pourra nous la donner. Donc pour ça, on va utiliser l'API IPify, donc c'est une adresse qu'on appelle et elle nous dit ben voilà, ton adresse IP avec laquelle tu viens de m'appeler, c'est celle-là. Une fois qu'on a l'adresse IP, on va pouvoir en déduire la ville. Alors pour faire ça, encore une fois, il faut faire appel à une API, donc on appelle freegeoip.net et on lui dit voilà mon adresse IP, est-ce que tu peux en déduire quelle est la ville et me le dire? Donc lui il va nous répondre voilà, tu habites dans telle ville. Et une fois qu'on a la ville, le reste va se dérouler tout seul parce qu'on va pouvoir appeler OpenWeatherMap, cette API qui donne les infos météo, et cette API elle a besoin de la ville dans laquelle on veut les infos météo. Donc commençons tout de suite à utiliser la fonction fetch. Ici, je veux donc choper les informations qui vont venir de api.ipify.org. Pour ce faire, je vais appeler la fonction fetch. Et dedans, je vais lui donner l'adresse que je veux appeler. Alors ce qui est pratique avec la fonction fetch, c'est qu'elle renvoie une promesse. Si par exemple ici je dis const résultat égale fetch, et que je dis console.log résultat, ce que vous allez voir dans la console ici, c'est tout simplement une promesse. Alors une promesse, comment ça marche? Une promesse, c'est exactement ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire JavaScript nous dit, je vais faire une action, et je te promets que quand ça sera terminé, je ferai ce que tu me dis de faire. Donc c'est-à-dire qu'en fait cette action va se faire, en attendant JavaScript il va continuer à travailler sur d'autres choses, d'autres tâches, et quand l'action sera terminée, il va exécuter la promesse qu'on lui aura demandé. Ça s'appelle la résolution de la promesse. Alors pour faire ça, je vais enlever le const, là c'était juste pour vous faire un exemple. On rattache à la fonction fetch
un zen, et le zen c'est voilà ce que je veux que tu fasses une fois que tu auras reçu le contenu donc de l'URL que je t'ai passé. Donc JavaScript va appeler le serveur distant, et quand il recevra peut-être 5 secondes plus tard le résultat, bon ça ira beaucoup plus vite hein, mais plus tard il va recevoir le résultat, et là il va falloir qu'on agisse sur le résultat, qu'on le traite. Alors pour faire ça, je vais utiliser les fonctions fléchées. Pour le coup, je ne vais pas vraiment vous expliquer comment ça marche. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, par exemple celle d'Anthony Velk, je vous la mets ici dans les petites informations là-haut. N'hésitez pas à cliquer, allez vous renseigner, et je vous donne des liens en description aussi pour aller vous renseigner sur la documentation officielle. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va recevoir ici un résultat, et ce résultat, si je le console.log, on va voir tout de suite ce que ça fait. Hop, hop, et là vous voyez, on a attendu un peu. Le fetch est parti, il est revenu, ça nous a donné un résultat qu'on a envoyé dans la console. Qu'est-ce qu'on a? On a une réponse. Donc la fonction fetch, quand elle est terminée, ce qu'elle va nous permettre, l'objet auquel elle va nous permettre d'accéder, c'est une réponse. Dans cette réponse, on n'a pas de données exploitables malheureusement. On a vraiment, la réponse représente la réponse du serveur. Si on veut exploiter les données qu'il y a dans la réponse, on va essayer d'aller fouiller dans le prototype, et qu'est-ce qu'on va trouver? On va avoir différentes fonctions, blob, etc. Et là je vois JSON. Donc même si je connaissais pas imaginons que je ne connaissais pas la fonction fetch. Je vois ici une fonction JSON, je me dis tiens, ça va être sûrement ce qu'il nous faut, puisque nous on veut justement afficher du JSON, le JSON qu'on a reçu. Donc je vais dire sur mon objet résultat, je vais appeler ma fonction JSON. Et là vous vous dites sûrement, ben voilà, c'est cool, on va pouvoir afficher dans la console notre JSON. Pas du tout, chers amis. La fonction JSON, elle aussi renvoie une promesse. Et ce qu'on peut faire du coup, c'est qu'à la fonction JSON, elle aussi, on peut lui lier un .zen et lui dire ben voilà ce que tu feras quand tu auras terminé. Alors moi ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais tout simplement dire résultat.json, donc ça veut dire retourne le résultat.json, et comme ça c'est une promesse, je peux encore dire zen. Et résultat.json ça va me donner du JSON, et je vais pouvoir dire enfin tu vas pouvoir retourner, enfin tu vas pouvoir console.log le JSON. Et là on va voir ce que ça donne. Et là, ce qu'on a, c'est le vrai JSON. Donc c'est un objet qui a une seule propriété, IP, et qui contient mon adresse IP. Donc si je fais ici json.ip, j'ai bien mon adresse IP. Cool. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir dire, à partir d'ici, on veut travailler. Et on va dire, par exemple, const IP égale json.ip. Alors là, vous ne devez pas forcément comprendre ce qui se passe. Si je fais un console.log ici de IP, vous allez voir ce que ça donne. Donc ça donne bien mon IP. Et vous allez me dire, mais c'est bête, pourquoi tu ferais pas une variable ici let IP qui est égale à rien? Puis ici tu dirais tout simplement IP c'est égal à json.ip. Puis ensuite en dehors du fetch, bien ailleurs, tu pourrais dire console.log de l'IP par exemple. Et là vous allez voir, si je sauvegarde, vous voyez ici, on a deux console log, un qui est undefined et l'autre qui contient bien l'IP. Alors lequel est lequel? Je vais vous le montrer tout simplement ici. Je vais dire en dehors, 2 points, plus IP. Et là, je vais dire dedans, 2 points, plus IP. Et là, ce dont vous vous rendez compte, c'est que le console log ici qui dit en dehors avec l'adresse IP indéfinie, du coup, est à l'extérieur. Et le console log ici qui dit dedans, c'est le deuxième qui est fait. Alors ça, les étudiants ont beaucoup de mal, mais en fait, fetch, c'est une fonction qui est asynchrone. C'est-à-dire qu'on lance le fetch, mais JavaScript ne va pas faire ces lignes-là avant de passer à la console log, il va faire cette ligne, puis il va directement passer à la ligne 24 ici, avant même que ceci se fasse. Évidemment, parce que c'est asynchrone, on dit fais ton action, moi en attendant je fais d'autres trucs, et toi quand tu auras fini, tu feras le résultat JSON, etc. Donc c'est ça l'asynchrone. L'asynchrone, c'est de pouvoir faire des tâches en parallèle. Alors là, nous, notre problématique, c'est qu'on ne veut pas faire des tâches en parallèle, on veut faire des tâches en séquentiel, on veut choper l'IP, après, une fois qu'on a l'IP, on veut choper la ville, etc. Mais ça, déjà, c'est une bonne chose à comprendre. Comprendre que ce qui se fait lorsque le fetch a terminé, se fait évidemment après les lignes qui viennent juste après. Et c'est vrai que dans l'esprit d'un développeur, c'est pas forcément, surtout d'un débutant, c'est pas forcément intuitif de se dire que cette ligne-là, même si elle est avant la ligne d'après, elle se fera finalement après. Ok. Donc passons là-dessus, je pense que vous avez compris le système, le principe de la synchrone. Donc maintenant que j'ai l'adresse IP ici, donc du coup j'ai plus besoin de mon let IP puisqu'il sert strictement à rien. Ici il faut juste que je dise j'ai une const IP qui est égale à json.ip, ok super, maintenant que je l'ai, il faut que je passe au point 2 du plan. Le point 2 c'est de choper la ville grâce à l'IP en appelant l'API FreeGeoIP qui est ici, et donc je vais donc faire ici un fetch en appelant l'API, du coup c'est FreeGeoIP, et ici je vais pouvoir lui dire
plus, et là je vais lui dire l'IP, parce que c'est l'IP qu'il attend en argument. Ben, fetch, encore une fois, ça renvoie une promesse. Donc ici, je vais remettre encore un point zen. Je vais dire tu reçois un résultat et tu vas transformer le résultat en JSON. Quand tu auras terminé de transformer le résultat en JSON, tu prendras mon JSON et voilà ce que tu vas en faire. Donc là, déjà, on va console.log le JSON pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là, quand je sauvegarde, j'attends un peu et je vois ici l'objet qui a été retourné par le serveur FreeGeoIP. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ta ville, c'est Marseille. Parfait, c'est ce qu'il nous fallait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire tout de suite const ville, c'est égal à mon objet en JSON.city. Et là, si j'affiche la ville, je vais bien avoir Marseille. Super. Maintenant, il faut que je fasse la même chose, mais je vais demander à appeler OpenWeatherMap. Voilà l'URL. Alors l'URL d'OpenWeatherMap, elle n'est pas si complexe qu'elle en a l'air. Regardez ici, je vais utiliser les backticks pour faire une template string. On appelle API OpenWeatherMap. On va lui dire Q, ça va être la ville du mec, donc la ville dont on veut les infos météo. On va avoir l'API ID qui est en fait ma clé d'API. Il faut créer un compte pour avoir un accès un peu non limité à OpenWeatherMap. La langue FR, ça veut dire que je vais recevoir des résultats en français. Et les unités en métrique, ça veut dire que je vais recevoir du Celsius et non pas du Fahrenheit. Donc ici, il faut juste remplacer la ville du mec. On va interpoler la variable ville. Ok, et bien comme c'est un fetch, c'est encore une fois une promesse, donc on peut rattacher un zen et on lui dit bah tu vas recevoir un résultat, ce résultat tu vas le transformer en JSON, ok. Quand tu auras fini de transformer le résultat en JSON, tu vas faire ici, ben tu vas afficher les informations, d'accord. Donc ici on va juste faire un console.log JSON et on va voir ce que ça nous donne. Et ça nous donne bien ici un objet, voilà, super, avec les données. Donc c'est dans la ville de Marseille. On a ici dans le main la propriété temp qui nous donne la température. On a ici dans weather, dans le premier objet dans le tableau weather, on a ben voilà quelle est la condition météorologique, clouds, nuageux. Bon ben super, on va pouvoir se servir de ça du coup pour ici mettre ce qu'il nous faut dans notre affichage. Donc ça c'est super, mais le problème qu'on a, c'est un problème maintenant de, on va dire, de rangement du code, parce que même si on voit bien l'aspect séquentiel que je voulais donner, c'est-à-dire d'abord choper l'IP, ensuite choper la ville et ensuite choper les données météo, malgré tout c'est quand même un peu le bordel cette fonction main. On a beaucoup de fonctions dans des fonctions, ça peut poser un problème. Même en termes de maintenabilité, quand je reviendrai dans le code, c'est très dur à comprendre, j'ai envie de dire, c'est pas super limpide. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est utiliser des mots-clés un peu particuliers qui sont async et await et qui vont permettre en fait de faire une chose bien particulière, c'est de rendre synchrone l'appel à des promesses, la résolution des promesses. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ici, moi j'aimerais bien dire, voilà, fetch, ça va faire une promesse, et cette promesse, on va lui demander ensuite de travailler sur JSON qui lui-même sera une promesse, mais on veut pas avoir à travailler là-dedans. On veut pouvoir dire tout simplement, ben ici j'aimerais pouvoir dire par exemple const IP c'est égal à ce que tout le travail que va faire fetch et va me renvoyer la dernière donnée à l'intérieur. Alors pour pouvoir faire ça, il va falloir que j'utilise donc ces fameux mots-clés async et await. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Ici ce que j'aimerais faire c'est dire const IP. Je vais plus du tout ici faire toutes les fonctionnalités dans la même fonction. Je vais le ranger d'une façon différente et on en discute juste après. Comme ça. Et c'est fini. Alors là, évidemment, ça ne fonctionne pas. Puisque par exemple, si je prends ne serait-ce que l'exemple de IP, j'ai dit dans ma constante IP, stocke-moi le résultat de fetch. Mais on a dit le résultat de fetch, c'est une promesse. Alors il existe en JavaScript un mot-clé qui va me permettre de dire, ben fetch, je ne veux pas avoir la promesse, d'accord, qui est représentée par fetch, je veux avoir la résolution de cette promesse. D'accord, donc je vais faire en sorte que, au lieu d'obtenir l'objet qui est directement renvoyé par fetch, je veux que le travail se fasse et que tu me donnes ensuite ce que tu auras trouvé lors de ton travail. Donc pour faire ça, on va utiliser await ici. Await. Alors le problème évidemment, c'est que je n'ai pas le droit d'utiliser await comme ça tout court. Pourquoi? En JavaScript, si on veut utiliser le mot-clé await pour dire attends que tout ça soit fini, pour enfin me renvoyer la dernière résolution c'est cette donnée-là, si vous ne l'avez pas compris, attends donc que tout ça soit fini, et quand tout ça c'est fini, tu prends le résultat de tout ça et tu me le mets dans ma constante. Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut que ma fonction soit déclarée asynchrone. Et là, à ce moment-là, ça devrait fonctionner un peu mieux. Alors évidemment, il va falloir le faire aussi
dans pour cette fonction-là, pour ce fetch-là et pour ce fetch-là. Donc je vais faire ici await. Et je vais encore une fois ici utiliser await. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ma constante IP, tu vas faire ce fetch, qui va aller chercher l'adresse IP, mais tu vas attendre que ce travail soit fait, et ce travail aussi soit fait. Et ce que tu vas mettre dans IP, c'est le résultat de tout ce boulot. Pour ma ville, pareil, tu vas faire ce fetch, tu vas faire ce travail-là, et ce travail aussi, mais tu vas attendre que ces travaux soient terminés pour me mettre à la fin la bonne donnée dans la variable ville. Et dans ma constante météo, pareil, tu vas faire ce fetch, tu vas faire le boulot de transformation en JSON, et ensuite tu vas me stocker le retour dans ma variable météo. Ici, si je fais un console log, si je fais ici un console.log de météo, qu'est-ce qu'on retrouve? Notre météo. Donc vous voyez qu'on est quand même beaucoup mieux rangé, beaucoup mieux foutu que tout à l'heure. On a retrouvé une logique séquentielle. Au lieu d'avoir une logique d'imbrication, donc de fonctions dans d'autres fonctions, on retrouve une logique séquentielle. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une dernière fonction ici. Hop, hop, hop. On va carrément l'appeler. On va l'appeler ici display weather info. On va lui passer l'objet météo à l'intérieur. Et ici, on va faire une fonction qui n'est pas asynchrone pour le coup. Display weather info qui recevra un objet, enfin des données, voilà, un objet. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de sélectionner les bons éléments sur la page pour leur donner les bonnes données. Allons-y, c'est parti. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre dans data, on va avoir besoin de différentes choses. Vous les voyez sur le côté, le nom de la ville. Donc const name, c'est égal à data.name. Ok, super. On va faire const, je crois qu'il y avait des... oui, la température, ça va être égal à data. Il faut rentrer dans la propriété main, et dans la propriété main, ça sera la température, donc data.main.température. Il faut qu'on prenne aussi les conditions, donc les conditions, ça sera ici, tac tac tac, weather 0, et ça sera main. Donc condition, c'est égal à data.weather, crochet 0, c'est le premier objet, .main. On va aussi avoir besoin de la description, donc const description, et ça c'est dans data, toujours pareil, weather crochet 0, description. Donc ça c'est le fameux, le mot nuageux. Alors, je vais quand même reconsole log la météo, pour être sûr qu'on puisse visiter l'objet ici dans la console. Je crois qu'on a tout. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'il faudrait qu'on aille choper le span query selector, et là on veut choper le span qui a l'identifiant ville. Alors ce span, vous vous rappelez, hein, il était là. Il est dans mon H1, et on va lui dire, à l'intérieur, donc .text content sera égal à name. Si je sauvegarde et que je le teste, vous voyez que là, quand la requête est terminée, on voit bien écrit Marseille. Ok, ça c'est super. Faisons la même chose maintenant pour la température. Donc document.query selector, on va lui dire la température, .text content, toujours pareil, sera égal à ma température, hein, tout simplement. Si je le tente... Ah, je ne l'ai pas, température, text content, température, data.main.température, .temp, quel idiot, .temp. Alors là j'ai un problème, c'est qu'il y a une virgule, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'arrondir, donc on va faire mat.round, ici sur la température, pour que ce soit, voilà, 28, nickel. Ici dans les parenthèses, on devrait afficher notre condition, non c'est notre description, pardon. Donc document.query selector, dièse condition, et on va dire text content, et ça va être notre description nuageux. Alors par contre ce que j'aimerais bien, c'est que la description ici, elle soit en capitalize, et je me suis créé une petite fonction ici qui va me permettre de mettre la première lettre en majuscule de n'importe quelle chaîne de caractères que j'envoie. Donc je vais ici utiliser capitalize description, et si je sauvegarde, j'ai bien mon N en majuscule, c'est parfait. Il nous reste quoi? Il nous reste l'icône. Il va falloir qu'on mette en place l'icône. Alors pour l'icône, c'est pour ça que là-haut, j'ai créé déjà un objet, je sais pas si vous vous rappelez de ça, qui avait en fait différentes propriétés, et ces propriétés en fait ça représente les propriétés, enfin ça représente les conditions que renverra le plus souvent OpenWeatherMap. Après plusieurs fois où j'utilise cette application, où je la crée pendant mes cours, etc. Je sais que la plupart du temps ça va renvoyer rain pour la pluie, clouds pour nuageux, clear pour un ciel clair, snow pour la neige, mist pour le brouillard, et drizzle pour de la pluie fine. Bon super, donc je sais que je peux appeler mon objet Weather Icons, je peux lui dire ici, je pourrais lui passer en propriété la condition atmosphérique, et ça va me donner les icônes que je voudrais pour mon fameux i, ma fameuse icône qui se trouve ici. Donc testons-le tout de suite, je vais dire ici, document, sélectionnons donc le i, donc c'est un i qui a la classe WI, et disons-lui que sa classe name, ça va être Weather Icons, pardon,
crochet, et alors là c'est condition, c'est ça, condition. Et vous allez voir que là mon i va prendre la bonne icône. Et voilà, Marseille nuageux, voilà, il y a un soleil avec un peu de nuages. Donc ça, voilà, c'est déjà une première chose qui est cool et qui a été faite, c'est de pouvoir utiliser fetch, mais en plus de le ranger d'une certaine façon grâce au mot-clé async et au wait, qui fait que je vois vraiment ici le fait que ce soit séquentiel, d'accord, au lieu d'avoir des fonctions dans d'autres fonctions. Et enfin, derrière, ben, j'appelle le fait d'afficher ma page. Et là, les gars, notre appli météo, elle marche. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter un peu des petits trucs sympas pour que l'appli, elle soit un peu mieux que ça. Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est aussi que dans le document.body, on rajoute une classe. Pourquoi? Je vous avais montré en CSS ici que j'avais mis des classes ici avec Clear, Clouds, Rain, Snow. C'était des classes qui amenaient en fait des backgrounds d'images. Donc, tout simplement, sur le body, ici, ce que j'ai envie de faire pour que ce soit un peu plus stylé, c'est que je fasse document.body.className. Tout simplement, et ça sera égal à condition, donc condition c'est bien ce qui contient dans notre objet clouds, rain, etc. Point to lowercase. Pourquoi? Parce que comme ça, ici, quand j'ai clear, eh ben, en tout lowercase ça me donne bien la classe clear, la classe clouds, la classe rain et la classe snow. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on voit que sur Marseille c'est nuageux, alors par contre il faut qu'on rajoute sur le body maintenant d'autres petites choses, donc c'est la background de position center et c'est la background size qu'il faut mettre en cover, et là déjà voilà, là c'est un peu plus sympa. Ce qu'il va falloir faire aussi sur la typo maintenant, vu qu'on a des images parfois sombres, etc., c'est qu'on va lui mettre une color FFF et on va lui mettre un text shadow en 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel, RGBA pour faire de la transparence 0,0,0,0.5, donc ce sera du noir à moitié opaque quoi, hein. Et là voilà, ça fait bien donc une typo blanche avec une ombre noire un peu opaque, et ça c'est pas dégueulasse. Ce qu'on va pouvoir faire encore, c'est de créer notre tooltip ici. Vous savez que dans notre H1, si vous regardez bien, on avait le span où il y a la ville, donc ok, il y a écrit Marseille, et on voudrait que quand on passe la souris sur le tooltip, le texte qu'il y a dans le tooltip monte en fait, fasse un effet un peu infobulle quoi. Alors pour faire ça, il faudrait qu'on arrête de faire un tooltip en display none, on va plutôt lui dire qu'on est en opacity 0. Alors attention, vous voyez que ça joue sur la taille. Pourquoi? Parce que là en fait vous le voyez peut-être pas, mais ici là il y a mon texte. Veuillez taper votre ville s'il vous plaît. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va le passer en absolu. Voilà, super. Le H1 lui est déjà en relative. Ici ce qu'on va faire, c'est que notre tooltip on va le mettre en top à 0 pixels. En left on va le mettre à 10 pixels. En color, on va lui mettre du FFF. En background color, on va lui mettre du gris foncé, je crois, de 2,2. Ce qu'on va pouvoir faire éventuellement aussi, c'est lui mettre une petite border radius de 5 pixels et un padding de 10 pixels. Alors là, vous vous dites, mais on le voit même pas ton machin, comment tu peux savoir ça? Alors effectivement, ce qu'on va faire pour qu'on puisse le voir, c'est qu'on va dire H1 quand on va lui passer dessus. Le tooltip, il va devoir changer d'apparence et il va falloir que son top ce soit moins 30 pixels et que son opacity ça soit 1. Et là du coup c'est censé passer, hop, oula par contre c'est trop gros. Donc regardez, vous voyez, on le voit là, maintenant on le voit. Alors par contre ce qu'il faut faire absolument c'est, mec, c'est une font size de, je sais pas moi, 12 pixels pour avoir vraiment cet aspect infobulle. Ok, super. Alors par contre pour que ce soit un peu moins violent que ça, on peut lui mettre ici une transition. Et on va dire qu'on veut que son opacity, elle se transitionne, je sais pas moi, sur point 3 secondes. Et par contre son top, il soit en transition de 0.5 secondes, un peu plus lent. Et si on teste ça, wow, pas mal. Alors par contre, il faudrait le monter encore un tout petit peu plus. Ici, on va lui mettre carrément moins 50 pixels. Et là, normalement, wouh, voilà une petite infobulle sympa. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour la rendre vraiment sympa, cette application? C'est que quand on clique sur le mot Marseille ici, il faudrait qu'on puisse modifier. C'est-à-dire que si je veux taper maintenant une autre ville ici, quand je clique sur ce span, eh bien, il faut que je puisse vraiment taper des choses dedans. Alors faisons ça tout de suite ici. On va créer ici une const qui s'appelle ville et qui va être égale à document.querySelector ville. On veut travailler sur la ville. La première chose à faire, c'est dire ville. Je vais lui ajouter un écouteur d'événements à event listener et je vais dire quand on lui clique dessus, je veux une fonction. J'ai pas besoin de choper l'événement, je veux une fonction qui lui dise ville.contentEditable égale true. Alors c'est quoi le content éditable? Le content éditable, ça veut dire que ce span ici, à partir du moment où je clique,
là il devient éditable. Je peux taper des choses dedans, donc je peux taper Toulouse, voilà. Je peux même taper bonjour à tous, enfin je peux faire ce que je veux. C'est le problème d'ailleurs du content éditable, c'est qu'il faut y faire gaffe. Ok, super, donc ça c'est une première chose, on peut taper dedans. Maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est aussi de dire, mais maintenant quand on va taper sur entrée, alors qu'on est en train d'écrire une ville, ben, il faut qu'il y ait des traitements qui se fassent et qu'on aille chercher la météo pour cette ville-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire ville.addEventListener key press, à moins que ce soit key down, ouais, on va utiliser key down, c'est ça, ouais, key down, quand on appuie sur la touche, on va avoir une fonction qui prend en paramètre l'événement. On va dire déjà, attention, pas toutes les touches, c'est seulement la touche entrée qui nous intéresse. Donc si e.keycode, si dans l'événement, le code de la touche qui a été appuyé, c'est entrée, c'est le numéro 13. Hein. Alors ça, pour savoir ça, vous pouvez aller sur keycode.io et vous tapez sur n'importe quelle touche et il vous donne le code de la touche. Donc si c'est bien un entrée qui a été fait, d'abord on veut pas que ça aille à la ligne, ce qui serait l'événement normal. Quand j'appuie sur entrée, ça devrait aller à la ligne. Donc on veut que l'événement normal se stoppe ici, et donc ça on dit e.preventDefault. Une fois, donc là normalement quand on fait ça, on va plus à la ligne. Je peux le tester tout de suite, je vais venir ici, je vais essayer de taper Toulouse. Si je tape entrée, vous voyez, grâce à mon e.preventDefault, je vais plus du tout à la ligne. Et le l'événement s'arrête. Donc on ne prend pas en compte le fait qu'on doive aller à la ligne. Et ensuite, ce que je vais dire, c'est que je vais tout simplement dire, alors d'abord, pour commencer, ville.content éditable doit devenir false, c'est-à-dire qu'on arrête d'éditer. Et ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie de dire, on va rappeler la fonction main. Mais ça va jamais marcher, puisque ma fonction main, vous le savez, on vient de la faire, elle marche grâce à l'adresse IP. C'est-à-dire que peu importe qu'on tape Toulouse, New York ou Tokyo, ma fonction main, elle ira toujours chercher, pour ma part, en tout cas, les données de Marseille. Donc ce qu'on va faire, c'est que la fonction main, on va lui donner un paramètre par défaut, et on va l'appeler with_ip. Et par défaut, on va lui dire que c'est vrai. C'est-à-dire que si on appelle main sans rien lui donner comme argument, comme paramètre, le paramètre par défaut, ça sera with_ip. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire tout simplement, si on travaille sur l'IP, ce qui est le cas par défaut, hein, on l'a dit, alors allons chercher l'IP, et ensuite allons chercher la ville grâce à cette IP. Alors ce qu'on va faire, c'est que la ville ici ne doit plus être une constante, ça doit être ici une variable qui s'appelle letVille. Si on travaille sur l'IP, ce qui est le cas par défaut, allons chercher l'IP et allons chercher la ville. Sinon, on va dire ville, c'est égal à document.querySelector. On va chercher le texte qui se trouve dans la ville, text content. Donc ça veut dire que si on appelle main sans rien lui donner, c'est le comportement classique, l'adresse IP en premier, la ville en deuxième. Si on appelle main en lui donnant false comme paramètre, donc on lui dit on ne travaille pas avec l'IP, vous allez voir ce que ça donne. Donc tout de suite ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je vais appeler main, mais cette fois-ci, je vais l'appeler en lui donnant false en paramètre. Et là, JavaScript sait qu'on ne travaille plus avec l'IP, on travaille sans l'IP, donc la ville va devoir aller être trouvée dans mon span ici, qui s'appelle ville. Et si je vais taper ici, je sais pas moi, Toulouse, on constate que c'est couvert, donc vous voyez que ça s'est rafraîchi, hein, même si le fond s'est pas rafraîchi, ici la température, voilà, l'état, ça s'est couvert. Et si je regarde par exemple pour New York, et que je tape entrée, voilà, je vois un ciel dégagé, 31 degrés, donc ça marche nickel. Quand j'actualise, j'arrive sur l'adresse IP normale, Marseille, etc., ça me parle de moi. Mais si je tape une ville au hasard, je vais chercher les données météo de cette ville-là. Et voilà comment faire une petite appli météo qui prend un comportement par défaut et qui ensuite peut changer en fonction de ce qu'on tape dans le nom de la ville. Donc voilà, on a vu pas mal de choses, on a vu l'utilisation de pas moins de 3 API différentes, l'API pour choper les IP, l'API pour choper la ville en fonction d'une IP, et l'API OpenWeatherMap pour choper la météo grâce à la ville. Donc vous voyez que ça fait pas mal de boulot. On a vu aussi la fonction fetch qu'on ne connaissait pas, on a parlé des promesses, là encore je vous réoriente sur des vidéos de GraphiCart ou d'autres personnes qui ont fait des vidéos là-dessus. On a aussi vu les fonctions de type arrow, les arrow functions, hein, comme disent nos amis américains. N'hésitez pas aussi à vous renseigner par rapport à ces deux mots-clés que sont async et await, qui vous permettent donc de rendre synchrone, entre guillemets, en tout cas de rendre séquentiel un code qui aurait dû être asynchrone. Attention aussi à ne pas en abuser, parce que sinon vous perdez l'avantage de l'asynchrone qui est de faire des tâches en parallèle. Si vous faites plus que des tâches en séquentiel, vous perdez quelque part ce petit avantage qui était de faire tourner des tâches en arrière-plan et continuer à faire tourner d'autres tâches au premier plan. On a donc pu construire une petite appli météo sympa. Je vous ai aussi montré comment on pouvait utiliser la propriété content éditable de HTML à partir de JavaScript et en tirer profit. Donc ça fait beaucoup d'infos. N'hésitez pas à me poser les questions que vous souhaitez en commentaire, j'y répondrai le plus souvent possible. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Partagez-la aux étudiants et même aux développeurs qui ne connaîtraient pas forcément ces fonctionnalités-là. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. D'ici là,
développez-vous bien et à bientôt.